Salut à tous, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur le concept de l'usage du jeu vidéo problématique et également vous restituer les résultats de mon étude sur ce sujet réalisée dans le cadre de mon Master 1 de psychologie clinique de la santé. En effet, vous avez été nombreux, 328 exactement, et je vous dis un grand merci. Pour dire quelques mots sur moi, j'ai 27 ans, je suis donc étudiant en Master de psychologie clinique de la santé, spécialisé en addictologie, et j'ai également un diplôme universitaire en addictologie. Sans doute comme un bon nombre d'entre vous, je suis un gamer et j'ai grandi avec la culture du jeu vidéo. Il y a énormément à dire sur l'utilisation des jeux vidéo dans le domaine de la psychologie, essentiellement sur les bienfaits cognitifs, émotionnels, sociaux ou encore thérapeutiques que l'usage du jeu vidéo peut procurer. Dans cette vidéo, je vais plutôt parler du concept de jeu vidéo excessif. Pas dans le sens de la passion ou de la compétition, qui exige bien entendu beaucoup de temps et d'entraînement, mais d'un usage qui s'accompagne d'une perte de contrôle et de la poursuite de ce comportement en dépit des conséquences négatives que celui-ci peut entraîner sur le quotidien du joueur. Ces critères font partie de la définition du processus addictif. Alors avant de quitter la vidéo, ne vous énervez pas, il s'agit d'un sujet fortement controversé dans la communauté scientifique et ce depuis une vingtaine d'années. Pour poser une base, comment différencier un joueur engagé d'un joueur problématique? Eh bien c'est toujours en débat puisque certains cliniciens et chercheurs pensent qu'il s'agit d'une problématique secondaire qui relève d'un trouble sous-jacent. La professeure de psychologie Lucia Romo évoque un usage abusif comme étant une surconsommation entraînant des conséquences négatives sur la santé du joueur. Par exemple, un joueur qui va tryhard le jeu au détriment de ses repas, de son sommeil ou de ses responsabilités scolaires. Pour définir un usage addictif, elle mentionne l'incapacité de contrôler son comportement de jeu. Il apparaît également une intolérance à la frustration, l'isolement, le délaissement d'autres activités pratiquées auparavant et une pensée tournée quasi exclusivement vers le comportement de jeu. On retrouve également des répercussions sur le plan social, affectif et scolaire puisque le jeu prend le pas sur d'autres activités de la vie quotidienne. La dépendance est présente au travers du besoin persistant de jouer pour obtenir soit du plaisir, soit pour réduire un inconfort interne. Ainsi, le désir de jouer est substitué par le besoin de jouer. On retrouve également des troubles psychiques associés, comme des troubles anxieux ou dépressifs, ainsi que des troubles somatiques, comme des troubles du sommeil. Cette problématique a été officialisée en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé comme le Gaming Disorder, ou trouble du jeu vidéo, et figure dans la 11e version de la classification internationale des maladies. Cela pose de nombreuses répercussions et le sujet est fortement discutable, alors je vous propose de traiter ça dans une autre vidéo. Il est simplement important de garder à l'esprit qu'il n'y a toujours pas de consensus sur la reconnaissance de ce trouble à part entière. Pour en revenir au sujet principal de cette vidéo, à savoir mon travail de recherche, j'ai voulu savoir s'il existe un lien entre cet usage problématique et ce qu'on nomme les schémas précoces inadaptés. Tout d'abord, un schéma cognitif ou schéma de pensée est une structure cognitive qui passe au crible, qui encode et qui évalue les stimuli qui affectent notre organisme. Autrement dit, ces schémas sont des croyances profondes avec lesquelles on va se représenter la réalité. Ils ont été théorisés par Aaron Beck à partir du stoïcisme, une philosophie grecque qui part du principe que c'est notre manière d'interpréter les choses qui nous rendrait malheureux. On pourrait se représenter un schéma cognitif comme un filtre personnalisé sur une paire de lunettes nous permettant de voir l'environnement tout en influençant notre perception et nos raisonnements. Il est aussi important de préciser que ces schémas ne sont pas uniquement constitués de cognition, mais aussi d'émotions et de comportements. Ils sont encodés dans des structures cérébrales et ce sont ces mêmes structures cérébrales qui représentent ce filtre et qui vont s'activer via un réseau de neurones par rapport à une situation donnée. Ainsi, selon cette approche, de nombreux troubles seraient le résultat d'un traitement de l'information altéré et de pensées négatives. Le concept de schéma précoce a été développé par Jeffrey Young, un élève de Beck. Young décrit les schémas précoces inadaptés comme un modèle ou un thème important et envahissant, constitué de souvenirs, d'émotions,
de cognition et de sensations corporelles concernant soi-même et ses relations avec les autres, constitué au cours de l'enfance ou de l'adolescence et enrichi tout au long de la vie de l'individu et dysfonctionnel de façon significative. Par rapport au schéma cognitif de Beck, ces schémas se construisent donc durant l'enfance et l'adolescence et mettent l'accent sur la satisfaction de certains besoins qui sont nécessaires à un bon développement. Il s'agit de besoins affectifs fondamentaux qui sont l'amour et l'acceptation, la confiance et l'autonomie, le cadre et la discipline, l'expression de soi et le plaisir et la spontanéité. À partir de la satisfaction de ces besoins et des contraintes de nos expériences durant l'enfance vont se mettre en place ces schémas précoces. Ces schémas peuvent être très positifs si ces besoins sont satisfaits. En revanche, si ces besoins sont carencés, on peut développer des schémas négatifs concernant soi-même et les autres. Par exemple, si un parent ne répond jamais aux sollicitations de son enfant et que celui-ci connaît une expérience d'abandon ou de rejet importante, celui-ci peut alors développer un schéma d'abandon. L'enfant va alors beaucoup se méfier des autres, sera persuadé que personne ne peut le soutenir et va alors constamment craindre l'abandon. Il faut savoir que ces schémas sont inconscients et perdurent généralement dans le temps. On dit qu'ils représentent des structures stables. J'ai voulu insister sur la définition de ces concepts parce qu'ils sont centraux dans l'étude, mais promis, je vais essayer d'être plus bref par la suite. L'objectif de mon étude était donc de voir si les personnes qui ont un usage du jeu vidéo problématique ont également des schémas précoces inadaptés qu'on représente généralement au nombre de 18. Afin d'essayer d'effectuer au mieux la différence entre un joueur engagé et problématique, j'ai utilisé le questionnaire Addiction-Engagement de Charlton et Danforth conçu dans cet objectif. Les résultats ont montré que 13 des 15 schémas investigués étaient davantage représentés par le groupe de joueurs considérés comme problématiques que par le groupe témoin, c'est-à-dire considéré comme non problématique. Parmi ces schémas, 2 se sont montrés comme significatifs dans l'influence du développement d'un usage du jeu vidéo problématique, à savoir le schéma de contrôle de soi et le schéma d'assujettissement. Le schéma de contrôle de soi se caractérise par des difficultés à se contenir et à tolérer la frustration pour la réussite de ses objectifs personnels. Ce sont des personnes qui ont des difficultés à gérer leurs émotions et leurs pulsions. Ils vont généralement chercher à éviter la douleur, les conflits, les affrontements et les responsabilités. Le schéma d'assujettissement correspond à une tendance excessive à négliger l'expression de ses émotions et de ses besoins et à adopter une posture soumise face à quelqu'un perçu comme dominant. Si vous souhaitez en savoir davantage sur le développement de ces schémas et de leurs aspects, je vous mets les liens en description. Au vu de ces résultats, j'ai interprété l'usage du jeu vidéo problématique comme étant la conséquence de la recherche de satisfaction de ses besoins affectifs fondamentaux, mais également le résultat de stratégies de coping dysfonctionnelles. Alors, pour faire simple, une stratégie d'adaptation dysfonctionnelle est une stratégie d'adaptation visant à maîtriser ou tolérer une situation perçue comme menaçante, mais qui va à la longue empirer la situation ou la problématique au lieu de la résoudre. Comme vous le savez, l'immense panel des jeux existants et leurs différents gameplays offrent la possibilité, à travers ces espaces-temps alternatifs, de compenser de nombreux besoins qu'on peut ressentir. Ce sont des lieux qui nous permettent de nous exprimer, de créer des liens, de décharger nos émotions, de construire des histoires, de mettre en avant nos compétences, etc. Ce sont de vraies réalités alternatives à notre disposition. D'où une importance marquée de la part des cliniciens de s'intéresser aux motivations conscientes comme inconscientes des joueurs. Le jeu vidéo peut être un excellent outil pour s'évader et chercher à combler ses envies et ses besoins, il n'en devient pas pour autant problématique. Ainsi, le lien établi par cette recherche constitue un matériel visant à aider les cliniciens et les chercheurs à comprendre cet usage qui semble synonyme de dépendance mais n'est peut-être que le reflet de certains manques. Des manques constitués au cours de notre développement précoce et de comportements d'évitement dans des situations perçues comme particulièrement stressantes. Ce sont là les conclusions auxquelles je suis arrivé pour le moment et qui vont alimenter mon mémoire de recherche de cette année où je vais essayer de montrer
qu'il s'agit de modes d'adaptation dysfonctionnels. Si ça vous a plu, je vous en parlerai à la suite de la prochaine vidéo sur le trouble du jeu vidéo. Merci d'avoir visionné cette vidéo et peut-être à bientôt.